Question numéro 1. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h. Alors, ce panneau est un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses. La première est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La deuxième chose est qu'il est interdit de klaxonner. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je suis sur autoroute. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ou même en probatoire, on est à 110 km/h. Alors, il faut que tu saches que pour les poids lourds, donc pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc, au minimum, entre toi et le camion, dans cette situation, il y a 20 km/h de différence, ce qui est énorme. Donc, je suis sur la voie de gauche, je suis sur autoroute, je peux dépasser ce camion. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 3. Je suis en période probatoire. Le taux d'alcool autorisé est de réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,1 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,5 g par litre de sang. Alors, le taux maximal autorisé pour les personnes en période probatoire est de 0,2 g par litre de sang. Alors, il faut bien comprendre qu'on peut mesurer le taux d'alcool soit en grammes par litre de sang, soit en milligrammes par litre d'air expiré. Alors, pour faire la conversion, moi je vous invite à aller dans la formation parce que justement on étudie tout ça et on vous donne des moyens très très simples, des moyens mémotechniques pour pouvoir faire la conversion entre les différentes unités. Donc 0,2 g par litre de sang, ça correspond en fait à 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 4. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a des lignes discontinues larges. Donc, ces lignes discontinues larges viennent en fait matérialiser, on l'a vu plusieurs fois, une voie réservée. Donc, à notre droite, on aura une voie réservée. Donc, la seule voie qui nous est disponible ici, c'est la voie de gauche dans laquelle on est. En fait, c'est la voie régulière. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il faut que tu saches une chose. En fait, il y a deux types de véhicules d'intérêt général. Il y a les véhicules d'intérêt général prioritaire et il y a les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de ceux qui bénéficient d'une facilité de passage. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, la police fait partie des véhicules d'intérêt général prioritaire. Vous avez la police, tous les véhicules de police, hein, ça peut être les véhicules, par exemple, pénitentiaires. Donc la police, vous avez la gendarmerie, et vous avez tous aussi les véhicules hospitaliers, comme le SAMU ou le SMUR. Alors, ils sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire seulement lorsqu'ils sont en intervention. Ici, si vous regardez bien, on a un motard qui escorte le cortège, et derrière, on a le cortège constitué de véhicules qui ont leur gyrophare. Donc, ils sont bien en intervention. Donc ici, dans ce contexte, donc, le véhicule de police et son escorte sont considérés comme véhicules d'intérêt général prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est obligatoire de la présenter lors d'un contrôle de police. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir que l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les véhicules. Alors, la question c'est maintenant, est-ce que c'est obligatoire de le présenter lors d'un contrôle de police? Eh bien, plus maintenant, depuis avril 2024, vous n'êtes plus obligé de le présenter lors d'un contrôle de police, tout simplement parce qu'ils ont un nouveau fichier, donc le fichier FVA, donc fichier des voitures assurées. Donc ils savent juste, via la lecture de votre plaque d'immatriculation, si vous êtes assuré ou non. Donc il n'est plus obligatoire de présenter son assurance lors d'un contrôle de police. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 7. En tant que conducteur, je perçois tout ce qu'il se passe autour du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, là, on en vient au champ de vision d'un conducteur placé dans un véhicule. Alors, déjà, tu dois savoir que le champ de vision binoculaire d'un être humain est de 120 degrés. Hein, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas de 180 degrés, mais il est bien de 120 degrés, à l'arrêt, lorsqu'il regarde tout droit. Hein, parce qu'effectivement, le champ de vision se rétrécit avec la vitesse. Mais à l'arrêt, il est de 120 degrés. Alors, là, ce que tu vois donc en vert, c'est le champ de vision avant. Alors, c'est pas totalement ça, parce que vous voyez, il y a des traverses dans l'habitacle, à gauche et à droite, qui vont obstruer le champ de vision avant. Voilà, donc ça va constituer des angles morts, on va dire avant, gauche et droite. Alors, à l'arrière, derrière les 120 degrés, normalement, il ne voit rien. Cependant, on a des éléments qui vont nous permettre, en fait, d'agrandir notre champ de vision de manière, on va dire, artificielle, grâce au rétroviseur, c'est-à-dire grâce au miroir. Alors, on va tout d'abord avoir le rétroviseur intérieur, qui va, lui, augmenter notre champ de vision arrière de cette manière. Ensuite, on va avoir le rétro gauche et le rétro droit. Alors, par contre, on va avoir, si vous regardez bien, il reste des angles morts à gauche et à droite. Donc là, que j'ai mis en rouge. Donc, on voit bien que dans un véhicule, un conducteur ne peut pas
tout percevoir de ce qui se passe autour de son véhicule. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse B. Question numéro 8. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée, normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h, comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 9. Je dépasse le van et le camion sans me rabattre. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, si vous regardez bien, on roule à peu près à 124 km/h. On est donc sur autoroute. Et sur notre voie de droite, on a un van gris avec une remorque. Et un peu plus loin, on a un poids lourd. Donc ici, on a affaire à deux véhicules qui, de manière réglementaire, vont rouler beaucoup moins vite que moi. Hein. En l'occurrence, un poids lourd, sur autoroute, sa vitesse est limitée à 90 km/h. Donc là, nous, on roule à 124. Donc il y a plus de 30 km/h qui nous séparent. Donc effectivement, dans cette situation, on va dépasser ces deux véhicules en un seul tenant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Ma batterie est déchargée. Je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule qui n'est pas en panne, en fait, le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va moteur éteint, tous les deux moteurs éteints.
on va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui fonctionne pas. Alors attention, parfois les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux. Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir, et ensuite les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement. Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 11. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné, en fait, sur la chaussée. Qui prend la moitié de la chaussée. Et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord ? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C, je m'arrête. Question numéro 12. Je viens de me faire flasher. La perte de points est effective. Réponse A, au moment de l'infraction. Réponse B, après paiement de l'amende. Réponse C, après paiement de l'amende majorée. Alors, si vous venez de vous faire flasher et que vous avez une perte de points,
Alors, sachez que la perte de points est effective après paiement de l'amende. Bon, après, tu vas me dire, bah oui, mais je peux aussi ne pas payer l'amende, vu que comme ça, je perdrai pas de points. Si je paye pas mon amende, je perds pas de points. Alors, non. Qu'est-ce qui va se passer si tu payes pas ton amende? Si tu payes pas ton amende, tu recevras un autre courrier avec une demande de paiement de l'amende majorée. Donc, si à partir de ce moment-là, tu payes, bah, on va t'enlever tes points au moment où tu vas payer l'amende majorée. Si tu payes pas l'amende majorée, ce qui va se passer, c'est que l'État va faire ce qu'on appelle une saisie sur ton compte bancaire, une saisie administrative. C'est-à-dire qu'ils vont retirer le montant de l'amende majorée directement sur ton compte en banque. Et en plus, ils vont bloquer ton compte en banque. Ils vont bloquer ton compte en banque et ils vont retirer l'argent eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront retiré eux-mêmes l'argent, eh ben, tu perdras tes points à ce moment-là. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 13. Je peux tourner à gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Regardez bien, ici on a on a déjà un panneau donc d'indication qui nous indique la présence d'un tramway. Et en plus, on a donc un feu juste au-dessus qui clignote en rouge. Donc effectivement, ici, on doit s'arrêter pour laisser passer le tramway. Donc on ne peut pas tourner à gauche immédiatement. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aller à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, comme vous le voyez, on s'approche donc d'un rond-point. Donc, si vous avez bien révisé votre cours, vous savez qu'il y a des procédures lorsqu'on s'approche d'un rond-point. Donc, il y a une procédure pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller tout droit et pour faire demi-tour. Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, pour aller à gauche et demi-tour, on se place sur la file de gauche. Pour aller à droite ou aller tout droit, on se place sur la file de droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 15. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis. Réponse A, la distance d'arrêt. Réponse B, la distance de freinage. Réponse C, la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, comme vous le savez, dans les modules pédagogiques du code de la route, on a plusieurs distances que tu dois savoir calculer. Distance de freinage, distance d'arrêt, distance parcourue durant le temps de réaction, distance de sécurité. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance d'arrêt, notamment à la distance de freinage. Alors, ce qu'il faut savoir, la distance d'arrêt, c'est quoi? La distance d'arrêt, c'est le temps parcouru
durant le temps de réaction et durant le freinage. Donc, distance d'arrêt, c'est égal à distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, il est composé donc de 4 composantes qu'on va appeler PADA. Ce sera un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, PADA, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A, agir. Donc, percevoir, ça va être voir le danger. Analyser, c'est-à-dire, c'est dans quelles conditions je suis. Décider, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais freiner ? Est-ce que je vais tourner ? Est-ce que je vais accélérer ? Et ensuite, en dernier recours, le A pour agir. Donc c'est le moment où on agit. En général, on freine. Donc ici, si je place mon pied devant le frein, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire la distance parcourue durant le temps de réaction, parce que j'aurai déjà le pied devant le frein. Également, étant donné que la distance parcourue durant le temps de réaction fait partie de la distance d'arrêt, alors je vais aussi réduire de manière mécanique la distance d'arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 16. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 17. La polyconsommation alcool-médicaments diminue. Réponse A, la vigilance. Réponse B, le temps de réaction. Réponse C, le champ visuel. Alors, la polyconsommation, ça veut dire consommer plusieurs drogues en même temps. Par exemple, des médicaments et de l'alcool. Donc, la polyconsommation va diminuer tout d'abord la vigilance et également le champ visuel. Par contre, effectivement, il aura un effet sur le temps de réaction, il va augmenter le taux de réaction. Donc, il ne va pas le diminuer. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 18. Pour stationner en pente, il est préférable A, d'enclencher la première vitesse, B, de garder les roues droites, C, de tirer fortement le frein à main.
Alors, lorsque vous vous stationnez donc en pente, il faudra donc bien sûr enclencher la première vitesse, tourner les roues du côté trottoir et de tirer fortement le frein à main. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 19. La trajectoire d'un deux roues est souvent prévisible. Oui, réponse A, non, réponse B. Ici, j'augmente ma distance de sécurité avec le deux roues devant moi. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, effectivement, la trajectoire d'un deux roues est très peu prévisible, hein. Je vous conseille de retourner dans l'information. On parle de zone d'incertitude, hein. Donc, un deux roues a une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celle d'une voiture, par exemple. Ici, on voit que le deux roues est quand même assez proche de nous, qu'il y a un bus à notre droite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la distance de sécurité avec les deux roues par mesure de précaution. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 20. Le régulateur de vitesse permet de rouler à une vitesse déterminée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, donc contrairement au limiteur de vitesse, lui, le régulateur va te permettre de rouler à une vitesse déjà prédéterminée par toi-même. Alors, comment ça marche un régulateur de vitesse exactement? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je suis en conduite probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 110 km/h. Réponse B, 130 km/h. Alors ici on est sur autoroute, donc comme le panneau le montre, la vitesse est maximale autorisée de 130 km/h et de 110 en temps de précipitation. Ou de mauvais temps plutôt. Seulement, comme vous le savez, regardez ici, je vous mets donc le document des vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Donc lorsqu'on est en probatoire sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, enfin, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire. Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire, ça va être la carte grise du véhicule, et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 23. Cette commande active les clignotants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question donc fait partie du thème la mécanique et les équipements. C'est un thème que vous maîtrisez pas trop. Faut dire aussi que bon, maintenant on a un examen qui a été modifié depuis 2023 dans ce qu'on appelle la nouvelle réforme. Donc vous allez avoir de plus en plus de questions sur les équipements du véhicule et aussi sur la mécanique du véhicule. Donc, comment fonctionnent les véhicules. Pour ça, je vous recommande vraiment de vous former. Nous, on a mis en place une formation pour tous les budgets et pour tous les besoins. On a vraiment voulu que tout le monde puisse se former. Donc ça part de... Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc pour 9,90 €, vous avez pendant une semaine, vous avez tous les cours pédagogiques, vous avez tous les exercices d'entraînement par thème. Vous avez le droit à plus de 30 examens officiels avec plus de 1200 questions, avec tous les commentaires, tous les corrigés détaillés, les fiches pédagogiques. Bon, ça, c'est pour, disons, c'est le premier prix. C'est le premier prix. Alors, cette formule-là, elle va être plus, pour les personnes qui ont déjà passé le code. Qui ont déjà passé le code et qui ont besoin, en fait, d'une remise à niveau. Ensuite, on a la formation standard. Celle-ci, elle est à 19,90 €. Et celle-ci, elle est valable 1 an en illimité. Et pareil, hein, vous avez tous les cours pédagogiques, tous les exercices, tous les examens officiels, les fiches pédagogiques. Tu auras le droit aussi à un suivi personnalisé pour voir ta progression. Il y aura une équipe qui répondra aussi également à tes questions. Et cette formule, elle sera en accès illimité pendant 1 an. Alors ça, cette formule, elle va plus être dédiée aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Voilà. On a aussi pensé aux personnes qui doivent passer leur code très rapidement. Donc on a mis en place une formule qui te permet d'avoir ton code en 10 jours. Donc cette formule, elle est un peu différente dans le sens où on aura des modules pédagogiques spécifiques accélérés. Donc avec des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel du contenu pédagogique, des exercices spécifiques d'entraînement et aussi un calendrier d'apprentissage qui est personnalisé sur 10 jours. Bien sûr, tu auras le droit aussi à tous les cours pédagogiques, les examens officiels, le suivi personnalisé. Et cette formule, elle sera disponible en accès limité pendant 1 an. À savoir que cette formule est remboursée à 100% si tu échoues ton examen. T'as juste à envoyer en fait ta preuve d'échec par mail et tu seras remboursé automatiquement. Ensuite, on a une dernière formule, ça c'est la formule premium. Alors la formule premium, c'est la formule standard, plus 45 minutes de coaching avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Alors ça, c'est plus pour les personnes plutôt qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin de leur permis et qui n'y savent rien. Par exemple, qui ne savent pas qu'il y a plusieurs manières de percer son permis. Il y a la conduite AAC, donc la conduite
anticipée, qu'on appelle aussi conduite accompagnée. Il y a la conduite encadrée, il y a la conduite supervisée. Enfin voilà, on vous explique vraiment toutes les sortes de permis que vous pouvez passer. On vous explique aussi, par exemple, tout ce qui est financement. Hein. Selon votre situation, vous avez des organismes de financement qui peuvent vous payer, soit en totalité, soit partiellement, votre permis de conduire. Et donc, voilà. Donc, cette formule, en général, elle est dédiée aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin de leur permis. Et qui ne savent pas réellement comment faire. Donc voilà, donc vraiment, il y en a pour tous les prix et surtout, il y en a pour tous les besoins. Parce que tout le monde n'a pas la même situation. Donc je vous encourage vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou autre part. En plus, c'est vraiment pas très cher. Je vous conseille vraiment de vous former. Ça vous évitera de rater votre code pour 1 ou 2 points futiles et de redépenser 30 €, redépenser du temps, reprendre un rendez-vous pour repercer votre code. Alors ici, la réponse à la question, c'est la réponse A. Effectivement, cette commande active les clignotants. Question numéro 24. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement, d'abaisser quand on peut le faire, sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Après ce panneau, je risque de rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a affaire à un panneau de danger temporaire, donc triangle sur fond jaune, triangulaire sur fond jaune, qui indique des travaux sur la chaussée. Donc, il y a de grandes chances qu'on rencontre, par exemple, des ouvriers, des agents de la voirie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Pour assurer une distance de sécurité réglementaire avec le véhicule, je dois laisser une distance de 2 lignes de rive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est une question vraiment très intéressante. J'ai même envie de dire c'est une question piège. Je sais que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se tromper sur cette question parce que elle est vicieuse. Alors, on vous répète tout le temps que il faut toujours laisser 2 lignes de rive pour assurer une distance de sécurité avec le véhicule qu'il y a devant nous. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas sur n'importe quelle route. C'est-à-dire que la distance de sécurité de 2 lignes de rive, ça, c'est seulement pour les autoroutes et les routes à chaussée séparées. Sinon, dans les routes à double sens, cette règle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, pourquoi ? Parce que, regardez, par exemple, si je prends les lignes de rive
sur route à chaussée séparée, ben, elles font 20 mètres, puis 6 mètres d'intervalle. Alors que sur les routes à double sens, hein, elles font que 3,50 m et 3 mètres, elles font 3 mètres et 3,50 m d'intervalle. Donc, c'est pas les mêmes lignes, en fait. C'est pas les mêmes lignes. Hein. Bah, ça, pour le savoir, clairement, c'est pour ça que je vous incite vraiment à faire une formation, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça qui vont vous amener en erreur lors de l'examen, et vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes trompé en plus de ça. Parce que c'est beaucoup plus subtil que vous ne le pensez. Donc, effectivement, on laisse 2 lignes de rive comme distance de sécurité avec les véhicules, sur autoroute et sur route à chaussée séparée, mais pas sur route à double sens de circulation. Donc, sur route à double sens de circulation, on va laisser 2 secondes d'intervalle entre nous et le véhicule. Hein. Donc ici, la bonne réponse, bah, c'est la réponse B. Question numéro 27. Ce panneau indique une cabine téléphonique publique à 400 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là encore, la question peut être vicieuse. À part pour ceux qui connaissent bien leur panneau. Alors, ici, le panneau, c'est donc un panneau d'indication, donc même de service. Un panneau de service qui indique donc un poste d'appel d'urgence. Poste d'appel d'urgence, c'est marqué SOS. Alors que la présence d'une cabine téléphonique publique, c'est quasiment le même panneau sans le SOS. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, on va se remettre la vidéo, on comprendra un peu mieux. Alors, si vous regardez bien, donc là, on est sur autoroute. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une sortie. Et regardez, juste là, on a un panneau 90 et là, un panneau 70. Seulement, lorsqu'on regarde notre compteur, bah, là, on voit qu'on est, on est à 102 km/h. Donc, on est 30 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée sur la voie de décélération pour prendre la sortie. Donc là, effectivement, je ralentis fortement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé.
Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 30. La prise de cannabis augmente la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de drogue en général, c'est-à-dire de stupéfiants, hein, c'est-à-dire de substances classées comme illicites, donc vont augmenter la prise de risque et vont augmenter le temps de réaction. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 31. Pour remédier à la fatigue, réponse A, j'allume la radio. Réponse B, j'ouvre la fenêtre. Réponse C, je m'arrête et je me repose. Alors bien sûr, on a tous nos petits trucs pour pouvoir remédier à la fatigue. Seulement, ce sont des petits trucs qui servent à rien en général. Donc, allumer la radio, ouvrir la fenêtre, boire un café, tout ça, ça va pas vous permettre de remédier à la fatigue. Ce qui va vous permettre de remédier à la fatigue, c'est très très simple. C'est de se reposer et de faire une sieste. Voilà. Ça va vous permettre de ne plus être fatigué. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 32. Ce conducteur remplit le réservoir du liquide de refroidissement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est le réservoir du lave-glace. Donc, le réservoir du lave-glace ressemble à ça, avec un bouchon bleu. Le réservoir du liquide de refroidissement, en fait, c'est un ballon, et en général, avec un bouchon noir. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. La ceinture de sécurité est facultative dans un véhicule de particulier. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, la ceinture de sécurité dans un véhicule pour particulier est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Alors, cependant, il y a des exceptions. Vous pouvez être exempté du port de la ceinture de sécurité pour plusieurs raisons. Par exemple, si vous avez un certificat médical. Alors attention, c'est pas un certificat médical que vous allez chercher chez le médecin de ville. C'est un certificat médical en fait qui est agréé par la préfecture. Vous pouvez être aussi exempté si vous conduisez un véhicule d'intérêt général, si vous conduisez par exemple un taxi ou si vous conduisez par exemple des véhicules qui effectuent des livraisons en porte-à-porte. Voilà, donc il y a des exceptions, hein, mais ça concerne surtout les entreprises privées, hein, par exemple les taxis ou autres. Mais sinon, lorsqu'on est dans une voiture de particulier, le port de la voiture est obligatoire à l'avant
et à l'arrière, hors exemption médicale par un médecin agréé par la préfecture. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Lorsque j'alerte les secours, je dois leur communiquer. Réponse A, l'identité de la victime. Réponse B, l'état de la victime. Réponse C, le lieu exact de l'accident. Alors, si vous êtes témoin d'un accident, donc avec dommages corporels, bien sûr, avant d'alerter les secours, il faut d'abord avoir un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être un médecin, on vous demande pas de faire un diagnostic médical, mais en fait de donner les informations essentielles au secours. Alors, tout d'abord, ça va être des informations pratiques. C'est-à-dire, ça va être des informations de lieu. Il faudra donner l'adresse exacte si vous êtes en agglomération. Mais si par exemple vous êtes sur une route que vous ne connaissez pas ou une autoroute, il faudra aussi donner des informations assez précises pour que les secours puissent venir rapidement. Alors par exemple, si vous êtes sur une route ou une autoroute, il faudra donner le numéro de la route ou de l'autoroute. Il faudra aussi donner le sens de circulation dans lequel vous êtes. Par exemple, je suis sur la A13 direction Versailles. Le plus simple, par exemple, lorsque vous êtes dans une route ou une autoroute, c'est par exemple de donner les indications qu'il y a sur les bornes kilométriques. Vous vous souvenez, on a vu ça plusieurs fois. Donc il y a des bornes kilométriques sur les autoroutes, mais sur les routes aussi. Donc ça permettra au secours d'avoir une localisation précise et donc d'intervenir le plus rapidement possible. Alors ensuite, il y aura on va dire un pré-diagnostic global de l'état de la victime. Donc il faudra donner comme information, donc est-ce que la victime est consciente ou non? Est-ce que la victime respire ou non? Est-ce que la victime peut se déplacer ou non? Est-ce que la victime a une hémorragie externe ou non? Voilà. Donc c'est un pré-diagnostic, on va dire, global. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce qu'on donne l'identité de la victime? Non. Clairement, ça n'a aucune importance de donner le nom, le prénom, la date de naissance de la victime. Par contre, donner l'état de la victime et le lieu exact de l'accident, c'est primordial. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 35. L'indice le plus important étant A réponse A, B réponse B, C réponse C, D réponse D. Alors ici, l'indice le plus important va être en C. Alors pourquoi? Regardez bien, le véhicule en C a mis son feu de recul. Vous voyez en bas, blanc. Donc il est en feu de recul, et il y a de grandes chances pour qu'il ne nous voit pas. Donc ici, l'indice le plus important sera l'indice numéro C. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 36. Le covoiturage permet, réponse A, de gagner du temps, réponse B, de faire des économies, réponse C, de diminuer le nombre de voitures en circulation.
Alors bien sûr, hein, le covoiturage va vous permettre tout simplement de faire des économies, hein, notamment de carburant. Lorsque vous faites un trajet à 4 ou un trajet tout seul, la consommation de carburant est divisée par 4. Il permet aussi de diminuer le nombre de voitures en circulation. Par contre, il ne vous permettra pas du tout de gagner du temps. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 37. Le tramway est à l'arrêt. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je passe avec prudence. Réponse C, je m'arrête. Alors, le tramway a beau être à l'arrêt, on a à droite donc le feu rouge. Donc effectivement, ici, il ne sert à rien de klaxonner. On ne peut passer avec prudence parce qu'on a un feu rouge. Donc ici, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 38. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si... Réponse A, il le souhaite. Réponse B, c'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C, les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait là c'est une question aussi de cours. Donc légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture, et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 39. Le véhicule noir se rabat sur ma voie. Je suis en sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur autoroute ou sur route. Donc là, le véhicule noir va se rabattre. Mais si vous voyez bien, la distance de sécurité n'est pas respectée. Hein, on voit bien qu'on n'a pas les deux lignes de rive d'espace entre moi et le véhicule. Donc ici, je ne suis pas en sécurité. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oublie pas les documents obligatoires à bord d'un véhicule. Alors, c'est quoi? C'est tout d'abord ton permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, communément, et la preuve du contrôle technique. Alors, beaucoup de personnes me parlent de l'assurance. Alors, est-ce que l'assurance est obligatoire? Bien sûr qu'elle est obligatoire. C'est la loi et le code des assurances. Par contre, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve d'assurance dans son véhicule.
les forces de l'ordre ont désormais un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés, dans lequel ils peuvent vérifier avec votre carte grise si vous êtes assuré ou non. C'est pareil pour le contrôle technique. Est-ce que le contrôle technique est obligatoire? Bien sûr qu'il est obligatoire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de fournir le contrôle technique lors d'un contrôle. Il faut seulement avoir une preuve du contrôle technique. Donc ici, est-ce que tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule? La réponse est non. C'est la réponse B. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.